parlementaires, mesdames et messieurs, ce 18 janvier 2022, en ces premiers jours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il me paraissait opportun de vous présenter ma vision pour l'Europe. Vous ne serez pas étonné que cette vision soit l'antithèse de celle défendue par Emmanuel Macron, et sur ce sujet aussi, l'élection présidentielle sera pour les Français l'occasion de trancher entre deux visions de l'Europe. Celle que portent les européistes d'une Union européenne oublieuse des peuples et dominatrice des nations, et celle que je porte avec mes alliés européens d'une alliance européenne des nations. Et comme les Français l'ont manifesté lors des dernières élections européennes, il n'y a aujourd'hui plus que ces deux choix. La France est notre patrie. L'Europe, comme aimait le rappeler le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural est la maison commune des peuples qui la composent. Cette Europe millénaire, berceau de notre civilisation, je ne la confonds pas avec l'Union européenne. Au fil des années, chacun constate que l'Union européenne cherche à évoluer vers un État unitaire, centralisé à l'échelle européenne. L'Union européenne ne conçoit pas l'Europe comme une communauté de civilisation, mais comme un marché, un vaste marché qui a vocation à s'étendre à l'infini au gré des adhésions des traités de libre-échange et dont les frontières s'effacent totalement, devenant ainsi un espace ouvert au trafic et aux migrations. Pour elle, l'Europe n'est plus une histoire plurimillénaire, mais une construction idéologique qui cherche laborieusement à s'inventer une histoire et les attributs factices d'un État. Toute manifestation de l'identité propre de l'Europe, de son héritage chrétien, de la singularité d'un continent nourri de l'esprit grec, de l'ordre romain et du génie propre des peuples se trouve dénoncée et stigmatisée comme si les Européens devaient avoir honte de ce qu'ils sont. Les frontières, comme les diversités nationales, y sont considérées comme des obstacles aux échanges et contreviennent au dogme devenu religieux de la libre circulation. Il n'y a plus de peuple, mais des populations à administrer, plus de citoyens nationaux, mais des producteurs ou des consommateurs. Il n'y a plus de Français, d'Allemands ou d'Italiens, mais des êtres interchangeables venus du monde entier. Pour arriver à cette fin, et pour s'imposer contre la volonté des peuples, l'Union européenne s'est éloignée des sources de la légitimité démocratique, en bafouant le choix des peuples comme en 2005 en France ou aux Pays-Bas. Parallèlement, l'Union européenne n'a pas hésité à se montrer sans cesse plus intrusive et plus autoritaire, sans cesse plus intolérante à toute opposition et plus hermétique à toute remise en question. C'est dans ce contexte d'une inexorable continuité qu'Emmanuel Macron a choisi d'inscrire la présidence française pour les 3 prochains mois. Il est en effet le seul chef d'État à ne pas vouloir utiliser cette présidence pour faire avancer les intérêts spécifiques de son pays. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron nous a habitués à communiquer abondamment sur la refondation de l'Union européenne. Nous avons bien sûr tous en mémoire son discours de la Sorbonne, mais au crépuscule de ce mandat, force est de constater que toutes ces annonces n'ont abouti à rien, et notamment à rien de bon pour la France. J'y vois 2 raisons. Tout d'abord, contrairement à ce qu'il veut bien nous faire croire, voire croire lui-même, Emmanuel Macron n'est nullement l'un des grands leaders de l'Union européenne. Tout comme son prédécesseur, il est resté pendant 4 ans le factotum de Mme Merkel. Ensuite, son projet pour l'Union européenne est irréaliste, dangereux et ne trouve aucun soutien au sein d'un grand nombre de nations européennes. Ces nations ont en effet bien compris que derrière cette vision soi-disant française se cache en fait la volonté de l'Allemagne d'imposer son modèle, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis des années. Il faut dire que vouloir monter le curseur dans des domaines où l'Union européenne a échoué n'est pas très vendeur. Comment ne pas commencer ce bilan sans évoquer le concept de souveraineté européenne? Que les choses soient claires, tant pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse, il n'y a pas et il n'y aura jamais de souveraineté européenne, car il n'y a pas de peuple européen. Mais au-delà du concept, il y a plus grave. En diffusant cette idée, en faisant par exemple la promotion d'une diplomatie européenne, nous n'avons abouti qu'à une seule chose, la fragilisation, voire l'effacement de notre propre diplomatie. L'actualité est d'ailleurs cruelle et me donne une fois de plus raison. Où est l'Union européenne dans le règlement de la crise ukrainienne, devenu le terrain de jeu d'un débat exclusif entre les États-Unis et la Russie? Où est même la France
pourtant signataires des accords de Minsk et de leur suivi en format Normandie. Avec l'Union européenne, l'Europe n'est donc pas plus forte et plus grave pour notre pays, la voix de la France ne porte plus. Alors comment ne pas être extrêmement inquiet lorsqu'Emmanuel Macron souhaite aller plus loin dans le domaine de la défense européenne, dont le concept même n'existe que dans son esprit? Alors que la France est aujourd'hui la seule nation avec un modèle d'armée complet et une industrie de défense sur l'ensemble du spectre, la volonté d'Emmanuel Macron de mutualiser notre appareil de défense, en particulier avec les Allemands, dont tout nous sépare dans ce domaine, vision géopolitique différente, doctrine d'emploi différente et même stratégie d'exportation différente, cette mutualisation est un risque majeur pour notre indépendance et pour notre économie. Pas de souveraineté européenne, cela ne veut pas dire pas de coopération entre les nations européennes dans des domaines relevant des questions régaliennes. Cela reste tout à fait possible quand plusieurs nations européennes ont des intérêts convergents. Nous le faisons par exemple avec les Britanniques dans le domaine des missiles. Défendre l'idée de souveraineté européenne, comme le font les jumeaux Macron-Pécresse, me paraît en outre totalement incompatible avec la fonction présidentielle gravée dans le marbre de notre Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale. Et le positionnement du drapeau européen seul, à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe, était à ce titre non pas une erreur de communication, mais un aveu édifiant. Plus récemment, la gestion de la pandémie du Covid a également illustré le vrai visage de l'Union européenne, voulant imposer son idéologie plutôt que de laisser les États soigner leurs citoyens. Alors que la Chine était frappée par les débuts du Covid-19, l'idéologie mondialiste et sans frontiériste de l'Union européenne a empêché les pays membres de fermer immédiatement leurs frontières. Le dogme de Schengen a tout autant retardé le contrôle strict des frontières entre les États membres, laissant l'épidémie se propager. De même, la rigueur aveugle de Bruxelles a toujours inspiré le démantèlement des services publics, y compris l'hôpital, au nom de logiques comptables que nous payons chèrement aujourd'hui, en particulier nos soignants, mais aussi, hélas, leurs patients. Pire encore, la croyance absurde dans un système de production mondialisé a conduit les États membres à délocaliser volontairement plus de 80% des principes actifs des médicaments, mais aussi, vous vous en souvenez, des fameux masques. Enfin, l'Union européenne a voulu centraliser les commandes et la distribution des vaccins au détriment des initiatives pragmatiques des États qui avaient commencé à s'organiser. Résultat, un fiasco monstrueux dans des conditions contractuelles des plus opaques, ayant conduit à des retards par rapport à un pays libre comme le Royaume-Uni. En réalité, l'Union européenne affaiblit la France sur l'ensemble des secteurs où elle était censée la renforcer par la coopération entre États. Ainsi, dans le domaine économique et environnemental, Bruxelles multiplie à travers le Green Deal des objectifs de réduction des gaz à effet de serre tout en promouvant le mondialisme qui fabrique dans des conditions épouvantables des produits que nous pourrions produire localement en respectant nos exigences sociales et environnementales. De la même manière, au lieu de s'inspirer du modèle énergétique français, propre et bon marché, fondé sur le nucléaire et l'hydroélectricité, Bruxelles a été le bras armé de l'Allemagne pour affaiblir cet avantage compétitif français, notamment en refusant au nucléaire le statut d'énergie verte et en lui concédant seulement celui d'énergie de transition, entravant les investissements d'avenir nécessaires à sa pérennisation. Non seulement cette politique folle a aggravé la dépendance du continent au charbon et au gaz, mais elle est chèrement payée par les Français à travers leur facture électrique qui a explosé de 60% depuis 2007 et qui va augmenter de 4% au 1er février, tout en reportant la facture de 20 milliards d'euros que les contribuables devront payer après les élections si Emmanuel Macron est élu. Sans compter, bien sûr, la fragilisation terrible d'EDF, contrainte par un processus tout à fait inouï dans le monde, à vendre encore plus d'électricité à ses propres concurrents, annonce, je vous le rappelle, qui a entraîné la perte de 3 milliards de capitalisation boursière en quelques heures. Quand elle ne cherche pas à imposer les intérêts de l'Allemagne, l'Union européenne est le cheval de Troie des multinationales, dont nombre sont plus puissantes que des États membres. Le poids ahurissant des lobbies à Bruxelles conduit à une emprise des intérêts privés au détriment de l'intérêt général, illustré par une folie normative dont la finalité
conduit à écarter les TPE-PME au profit des grands groupes. C'est vrai notamment dans le domaine de la construction, mais pas seulement. L'Union européenne parvient même à détruire ce que le général de Gaulle avait réussi. Alors que l'Union européenne avait fait un peu machine arrière sur la PAC, devenue, je vous le rappelle, dans ces dernières années, une machine à broyer les paysans européens, en particulier l'agriculture familiale de qualité, un peu machine arrière en restituant aux nations quelques marges de manœuvre, elle a imposé la politique de la ferme à la fourchette qui va réduire la production européenne de 10 à 30%, entraînant ainsi une augmentation des importations, au moment où nos concitoyens ont plus que jamais besoin d'une alimentation saine, variée, de qualité et de proximité. Cet affaiblissement organisé place notre agriculture dans un étau entre des réglementations toujours plus lourdes et des traités de libre-échange autorisant l'importation de production qui ne pourraient être produites de la même manière en Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Résultat, pour la première fois, notre balance commerciale agricole sera en 2023 déficitaire. Quel échec! Et je ne parle même pas du plan de relance annoncé en grande pompe avec Angela Merkel, dont le résultat conduira à ce que la France reçoive 39 milliards tout en garantissant 70 milliards. Pour les plus anciens d'entre nous, cela n'est pas sans rappeler le sketch de Coluche « File-moi ton portefeuille, je te filerai 100 balles ». Enfin, pour conclure ce bilan non exhaustif de l'Union européenne et singulièrement d'Emmanuel Macron, son plus fidèle promoteur en France, un mot sur la destruction de notre identité qui est devenue un leitmotiv des technocrates bruxellois. Si grâce à un travail de fourmi mené par nos députés au Parlement européen depuis des années, nous ne cessons de dénoncer cette politique, le document publié par une sous-commissaire à l'égalité il y a quelques semaines a fait éclater au grand jour le véritable dessein de l'Union européenne, gommer tout ce qui, de près ou de loin, pouvait rappeler nos racines, nos modes de vie, nos us et coutumes, bref, nos identités. Interdiction de parler de Noël, de dire, mesdames et messieurs, rien ne manquait dans ce document. Il faut bien reconnaître que, comme contre la campagne de promotion du hijab, notre mobilisation a porté ses fruits. Il ne faut pas se tromper, c'est la même logique qui amène l'Union européenne à vouloir imposer ses lois par-dessus les constitutions des États. Pour les européistes, rien ne doit venir troubler l'uniformisation totale de l'espace européen. C'est bien leur acte de résistance que j'ai salué à l'occasion de mes déplacements en Hongrie et en Pologne, des pays dont les gouvernements, contrairement aux dirigeants français, ont montré qu'on pouvait refuser de se soumettre aux diktats bruxellois. Et soyez sûrs que je serai toujours aux côtés des dirigeants, à mon avis qui seront de plus en plus nombreux, qui défendent la souveraineté et la liberté de leur pays. Le bilan d'Emmanuel Macron, aussi bien sur la forme que sur le fond, est donc guère reluisant, mais ce qu'il souhaite mettre en œuvre dans les prochains mois est inquiétant. Sous prétexte de souveraineté et de coopération, il s'engage à faire avancer le pacte des migrations, c'est-à-dire dessaisir les États de leurs compétences en matière migratoire, les mettre sous tutelle d'ONG sans légitimité et, en pratique, organiser la submersion démographique de l'Europe. Certains instituts évaluent à au moins 70 millions le nombre de personnes souhaitant se rendre en Europe dans les années qui viennent. Or, la nouvelle coalition allemande, Verts, socialistes, libéraux, qu'on appelle feu tricolore, réclame déjà 300 000 immigrés nouveaux en Allemagne, rien que pour cette année, et la régularisation de tous les clandestins. Je ne suis évidemment pas contrainte de vous rappeler qu'à partir du moment où ils sont en situation légale, ils pourront alors se déplacer dans l'intégralité des pays Schengen. Cette politique, elle est menée sans évaluation des coûts, des conséquences sociales et sécuritaires, sans considération des opinions, sans la moindre consultation démocratique. Un sondage INSA réalisé en décembre 2021 dans 10 pays européens montre que les mesures du pacte de migration sont rejetées par les citoyens. Il montre également que sur un sujet qui met en cause la stabilité de leur pays, les Européens veulent être consultés. Ça tombe bien, ça correspond au référendum sur l'immigration que je proposerai, en ce qui me concerne, aux Français dès mon élection. Ce n'est sans doute pas un hasard si la Commission n'a programmé sa mise en œuvre qu'après les présidentielles françaises. Aurait-elle peur, peut-être, d'une réaction électorale des Gaulois réfractaires?
Vous le comprenez, l'élection française recèle aussi un enjeu européen en fait énorme. En votant pour mon projet, les Français ne sauveront pas seulement la France d'une déconstruction organisée, mais l'Europe d'une submersion programmée. L'Union européenne a, par ses excès et par ses outrances, mis en œuvre une véritable ruine de l'Europe. Et à plus long terme, une mise en œuvre d'une ruine de la belle idée européenne à laquelle nous sommes attachés. En matière européenne, nous opposons à Emmanuel Macron une vision nationale, une vision respectueuse des peuples, des histoires et des souverainetés nationales. La thématique européenne est depuis longtemps et dans un but tactique esquivé par nos adversaires politiques. Ayant pour boussole que l'intérêt national est celui des Français, nous avons toujours fait preuve de pragmatisme concernant les questions européennes. À cet égard, aussi longtemps que l'Union européenne s'est enfoncée dans les impasses technolibérales qui conjuguaient à la fois le pire du socialisme et le pire du libéralisme, notre devoir, vous le savez, nous l'avons fait pendant longtemps, était d'envisager même d'en sortir. Mais depuis quelques années, sous la pression des mouvements patriotes au service des peuples européens, le réel a commencé à rattraper les technocrates bruxellois. Ainsi, les Européens sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de la nécessaire réorientation en profondeur de l'Union européenne. C'est avant tout d'ailleurs en matière monétaire et budgétaire que l'évolution a été la plus spectaculaire et nous l'avons enregistrée. Durant des années, la Banque centrale européenne s'est obstinée à mener une politique monétaire hyper rigide qui ralentissait la croissance économique et les exportations de la plupart des pays européens au quasi seul profit de l'Allemagne. Cette rigueur monétaire était renforcée par un carcan budgétaire imposé par les fameux critères de Maastricht qui condamnaient les pays membres à alterner matraquage fiscal et casse sociale. Alors ces dernières années, contraintes, il faut bien le dire, par la crise financière de 2008, puis par la crise sanitaire de 2020, puis par les difficultés de la monnaie, la BCE a spectaculairement assoupli sa politique en ayant recours à la création monétaire, sans perdre de vue, nous ne sommes pas dupes, sa volonté désormais plutôt dissimulée de démonter notre système de protection sociale. Ces exigences sur le système d'indemnisation du chômage ou sur notre système de retraite, d'ailleurs, nous le rappellent. Mais cela a permis le maintien des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Cette nouvelle approche de son rôle par la BCE marque une rupture historique dans la politique monétaire européenne. Cette conflagration avec le réel a également abouti à la relégation pure et simple des sacro-saints critères de Maastricht, et on ne peut que s'en réjouir, dont d'ailleurs plus personne n'entend parler. C'était la Bible pendant des années, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. D'autres évolutions ne sont pas le fait de l'Union européenne, mais des peuples, et même de certains gouvernements européens. C'est le cas précisément de la politique d'immigration et de contrôle des frontières. Ces dernières ont longtemps fait partie des tabous idéologiques de l'Union européenne. La crise migratoire et la vague de terrorisme islamiste qui a déferlé sur notre continent ont provoqué une lente mais significative prise de conscience par beaucoup de peuples européens du danger mortel du sans-frontiérisme et de la submersion migratoire. Aujourd'hui, sur ce sujet, les peuples s'opposent à la Commission européenne. L'Union européenne est sous la pression de citoyens attachés à leur nation et elle sera contrainte, sous cette pression, demain, de se refonder. C'est évidemment notre souhait. Mais le match, je le dis, n'est pas encore gagné avec la Commission et s'il fallait s'en convaincre, le pacte des migrations nous le rappelle. Pourtant, ce sentiment qu'il faut arrêter avec cette folie migratoire est largement partagé par nos voisins européens, comme en témoigne le succès de ceux qui partagent nos convictions, comme en Italie, en Pologne, en Hongrie, mais aussi plus récemment au Portugal ou en Espagne. Si le pragmatisme nous incite à prendre en compte ces évolutions imposées par le réel, le volontarisme nous commande dans le même temps de prendre la tête de cette remise en cause de l'actuelle Union européenne pour permettre l'avènement d'une véritable Europe des nations. Présidente de la République, je porterai cette voix forte de la France dont le continent a besoin pour basculer vers une Europe des nations. Ce qui était encore impensable il y a quelques années est à présent possible. Dans cette Union européenne, beaucoup, voire presque tout, reste à changer. Au cœur de ce nouveau projet pour l'Europe, l'Europe de la sécurité est évidemment une priorité. Depuis des années, beaucoup promettent de refonder le système Schengen. Aucun ne s'y est vraiment attelé,
ni n'a vraiment expliqué comment s'y prendre concrètement, Emmanuel Macron en tête d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai proposé il y a quelques mois le rétablissement des contrôles permanents aux frontières nationales. Ensuite, il sera temps de négocier des accords bilatéraux afin de mettre en place des contrôles simplifiés aux frontières pour les pays, bien entendu, qui maîtrisent drastiquement leur politique migratoire. Autre domaine, le patriotisme économique et l'État stratège. La reconstruction de nos économies européennes au lendemain de la crise sanitaire ne pourra pas se faire dans une Europe ouverte aux quatre vents et refusant de laisser les États membres protéger leurs entreprises, leurs travailleurs et leurs marchés. Après avoir rompu avec la rigidité monétaire et budgétaire, l'Union européenne doit renoncer à être, selon l'expression d'Hubert Védrine, l'idiot du village global, en laissant les États européens défendre leurs champions nationaux et européens et donner la priorité à leurs entreprises dans l'accès à leurs marchés publics. De même, s'agissant de l'instauration de taxes à l'entrée de l'Union européenne, je considère que ce sont bien les États membres qui doivent en bénéficier et non la bureaucratie européenne. Il faut également que nous allions vers une écologie et une agriculture à visage humain. Cela passe par une rupture avec la politique de libre-échange qui constitue la première source de pollution et d'affaiblissement de nos économies. Et en urgence, il faut arriver à obtenir la sortie des produits agricoles de ces accords de libre-échange, notre alimentation n'étant pas un bien comme un autre. Pour ce faire, bien des pistes sont à défendre. Je pense par exemple à la traçabilité des produits alimentaires pour laquelle nous nous battons depuis toujours. L'Europe des nations sera donc celle des coopérations concrètes, librement consenties, qui aboutissent à réaliser des projets ambitieux en matière industrielle, écologique, médicale, technologique, tels que les États européens ont su le faire avec Ariane ou encore avec Airbus. Par exemple, la création de géants français et européens capables de remplacer les GAFA en Europe et de les concurrencer sur la scène mondiale est aujourd'hui une nécessité pour nos pays. Et c'est bien sûr au niveau européen, avec les pays volontaires, qu'il doit être mené. Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont mis la France et les peuples européens au service de l'Union européenne. Notre ambition est de remettre l'idée européenne au service de la France et des nations européennes. Plus que jamais, l'Europe doit être, comme le souhaitait le général de Gaulle, le levier d'Archimède de la France. Notre Europe sera celle de la sécurité que nous devons au peuple européen afin de sauver l'Europe du chaos migratoire. Notre Europe sera celle de la prospérité. Afin de stopper notre déclin économique, nous ferons renaître un modèle européen de développement. Notre Europe sera fière de ses racines et retrouvera le goût de l'avenir. Notre décennie sera celle d'un nouveau printemps européen, d'ores et déjà amorcé de la Baltique à la Méditerranée par les Polonais, les Tchèques, les Slovaques ou encore les Hongrois. Jamais la possibilité de construire l'autre Europe n'a été si puissante, jamais l'Alliance européenne des nations n'a été autant à notre portée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres qui ne manquent pas. Merci d'annoncer le nom de votre média. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Cléa Colquette pour Politico. J'ai une question sur l'Europe. Donc, vous êtes extrêmement critique vis-à-vis de l'Union européenne. Vous prenez l'Europe des nations. Mais concrètement, aujourd'hui, vous ne voulez ni sortir de Schengen, ni sortir de la CEDH, ni sortir, ça fait bien longtemps, de l'euro. Où est la rupture avec vous? Parce qu'on a l'impression que dans 3 mois, si vous êtes présidente de la République, il n'y aura pas de changement fondamental à ce stade. Eh bien, vous vous trompez totalement, madame. Le débat sur la sortie de l'euro, nous l'avons tranché en 2017. Ça ne vous a pas échappé. Et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous avons renoncé à cette sortie. C'est précisément, je l'ai rappelé d'ailleurs dans cette conférence de presse, parce qu'en réalité, la politique qui a été menée par la BCE a, elle, totalement changé. Donc ce n'est pas nous qui avons changé, nous avons toujours défendu les intérêts de la France, mais en l'occurrence, c'est la BCE qui a changé. Concernant Schengen, je n'ai absolument pas renoncé à retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, comme je viens également, encore une fois, de vous le rappeler.
j'ai indiqué que dans un avenir, que j'espère le moins lointain possible, lorsque nous aurons récupéré la maîtrise de nos frontières, rien ne nous interdit de passer des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays à partir du moment où ils maîtrisent totalement leur politique migratoire. Je ne fais que me répéter, mais puisque c'est nécessaire, je le fais. Quant à la Commission européenne, je persiste à penser, comme je l'ai toujours fait, que la Commission doit être un simple secrétariat du Conseil et qu'en aucun cas, elle ne doit avoir les pouvoirs qu'elle s'est elle-même octroyés. D'ailleurs, en cela, je crois que l'immense majorité des peuples européens sont d'accord avec moi. En tout cas, l'immense majorité des Français sont d'accord avec moi, qui veulent plus de pouvoir pour les nations et moins de pouvoir pour Bruxelles. Donc vous voyez que nous sommes tout à fait cohérents dans le positionnement qui est le nôtre, qui est toujours, parce que c'est notre boussole, de défendre l'intérêt de la France et des Français. Mais il n'y a pas vraiment de mesures fortes. Tout ça, c'est très théorique, c'est dans le lointain. L'alliance, même au Parlement européen, vous n'arrivez pas à la construire. Mais vous avez tort, madame, nous allons la mettre en œuvre, je pense assez prochainement, mais je vous ai entendu et j'ai entendu des gens comme vous me dire toute ma vie ça. Vous n'y arriverez pas, c'est pas possible, vous ne pourrez pas faire de groupe, vous n'arriverez pas à faire une grande coalition. Eh bien, nous avons réussi à faire un groupe et nous arriverons à faire une grande coalition. Donc, détrompez-vous. D'ailleurs, je pense que, vous voyez, même la Commission européenne elle-même, elle commence à comprendre les limites que sont en train de lui poser précisément les peuples européens. Et c'est la raison pour laquelle, sur certains sujets, elle apparaît, elle est au moins dans les apparences sur le reculoir, même si elle essaye de faire avancer son agenda par des moyens qui sont des moyens plus détournés, moins honnêtes, peut-être moins francs. Mais elle sent bien qu'aujourd'hui, les peuples européens sont dans le souhait de voir émerger une autre Europe, qui est l'Europe des nations, et non pas cette Europe technocratique. Nous y travaillons, et je vais même vous dire mieux, je pense qu'il y a en réalité deux modèles en Europe possibles. Il y a le modèle allemand, qui est le modèle de l'uniformisation à la Schlag, et puis il y a le modèle français, qui est le modèle précisément fondé sur le respect de la diversité des peuples et de l'intérêt bien compris des diverses nations européennes. L'Europe n'a pas le choix entre beaucoup d'autres modèles que ces deux-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la présidentielle aurait une importance évidemment majeure pour la France, mais pas seulement pour la France. C'est pour l'ensemble de l'Europe que l'élection présidentielle française va avoir des conséquences. Et pour en avoir beaucoup discuté avec des dirigeants d'autres pays, précisément cette présidentielle française est attendue en Europe, parce que je crois que l'Europe a besoin de cette vision française et accessoirement, la France a besoin du retour d'une véritable Europe. Marine Le Pen, bonjour, Loïc Besson, BFM TV. Vous avez parlé des jumeaux Pécresse-Macron. Quel intérêt politique vous y voyez dans cette campagne présidentielle en réinstaurant ce duel, ces deux visions avec Emmanuel Macron et en divisant peut-être la droite sur ce sujet ? Mais la droite n'a pas besoin de moi pour se diviser, si je puis me permettre. La droite est divisée déjà entre les mondialistes et les nationaux. Madame Pécresse a toujours fait partie des mondialistes. Elle partage avec Emmanuel Macron d'ailleurs la même vision de l'Union européenne. C'est aujourd'hui une évidence, et aujourd'hui plus qu'aucun autre jour d'ailleurs, puisque en l'occurrence le LR et le parti socialiste et LREM, d'ailleurs, viennent de passer un accord pour permettre l'élection de la présidente du Parlement européen. Vous voyez, tous main dans la main, parce qu'en fait, ils partagent totalement la même vision dans ce domaine. Maintenant, il est sûr qu'il y a une partie de LR qui n'est pas mondialiste, qui est une partie nationale, attachée à la nation et à ses prérogatives. Et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait en restant précisément derrière une candidate qui est une candidate qui n'a aucune vision nationale. Donc j'aurai l'occasion de vous redire pendant toute la campagne, là aujourd'hui on parle d'Europe, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron ont la même vision, sur beaucoup d'autres sujets ils ont également la même vision, et donc elle ne peut en aucun cas s'opposer à la politique qui a été menée. Bonjour Madame Le Pen, Gauthier Lebray pour CNews. Une question sur votre duel avec Éric Zemmour. Lui aussi, il présentera ses propositions pour l'Europe demain depuis Calais. Et
Nouvel épisode, il veut faire un meeting le même jour que vous à Reims, avec comme objectif de réunir plus de monde que vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai tendance à vous dire que l'imitation, et même, allons jusqu'au bout, même le parasitage est une forme d'hommage, je considère. Mais je voudrais amicalement lui conseiller d'essayer de trouver sa propre identité, peut-être sa propre marque de fabrique, sa propre manière de faire de la politique. C'est un conseil d'ami, en quelque sorte. Bonjour Marine Le Pen, Mathieu Kerman pour TF1 et LCI. Une petite question sur Jean-Michel Blanquer. On a appris hier qu'il avait annoncé le protocole sanitaire depuis Ibiza où il passait ses vacances. L'opposition est vent debout. Quelle est votre position à vous? Écoutez, je pense que c'est très révélateur que, en fait, cette désinvolture, elle dit quelque chose. Vous voyez, cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle, l'augmentation massive des prix, du carburant, de l'électricité, la difficulté du pouvoir d'achat et surtout la violence des contraintes qui leur sont imposées dans la crise sanitaire. Ça, c'est le premier enseignement qui s'applique à peu près à tous d'ailleurs. Et le deuxième enseignement, c'est qu'en réalité, on n'est pas confronté à une crise sanitaire, donc on est confronté bien à une volonté politique. C'est-à-dire que ce qui justifie cette forme d'agitation de la part du gouvernement en termes de vote, du pass notamment vaccinal et de multiplication des protocoles, n'est pas une raison sanitaire. Car si c'était une raison sanitaire, je suppose que M. Blanquer ne serait pas sur les plages d'Ibiza, les doigts de pied en éventail. Bon, c'est donc en réalité des considérations purement politiciennes qui président à ces décisions, ce qui les rend, bien entendu, encore plus inacceptables. Bonjour. Oui. Nous ne sommes pas, monsieur, dans une campagne européenne. Nous sommes dans une campagne présidentielle, donc je ne mélange pas tout. Je ne m'appelle pas Emmanuel Macron. Et donc, je ne cherche pas à faire oublier les échecs multiples de ma politique nationale en s'appuyant, comme il le fait en réalité, sur des résultats que je considère comme à peu près aussi catastrophiques en Europe. Donc, il y a un certain nombre de réunions qui sont prévues. J'y serai où, évidemment, des représentants du Rassemblement national y seront, mais cet agenda ne rentre pas dans l'élection présidentielle. Bonjour Madame Le Pen. Si. Bonjour, Danilo Ceccarelli, agence de presse Nova. Et on a vu dans ces derniers mois une entente très forte entre le président Macron et le président italien Draghi sur les plans bilatéraux, mais aussi sur les plans européens. Et comment vous jugez cette amitié entre les deux présidents et comment vous jugez une éventuelle élection du président Draghi à la présidence de la République italienne, d'où votre alliance avec la Ligue des Salvini? Merci. Je pense que M. Draghi a réussi à mettre en place un rassemblement autour de lui uniquement sur la base d'un plan de relance dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est extrêmement positif pour les Italiens, à la différence des Français qui, eux, ont été confrontés à un véritable marché de dupes. Bon, l'Italie a réussi à tirer incroyablement son épingle du jeu dans le cadre de ce plan de relance. Et c'est sur la base de la gestion de ce plan de relance que M. Draghi réussit en fait à mettre en mouvement un gouvernement d'union nationale. Bon. Il n'en demeure pas moins que M. Draghi est un fédéraliste, quoi qu'on en dise, et que par conséquent, sa vision, comme celle de Emmanuel Macron, s'oppose totalement à la mienne.
Bonjour Madame Le Pen, Adrien Beck pour France Info. Deux questions qui n'ont pas grand-chose à voir, à vrai dire. La première, c'est que vous avez dit votre volonté de réformer l'Union, voire de la refonder. Vous avez listé un petit peu la liste de ceux qui pourraient être vos alliés, Pologne, République tchèque, Slovaquie ou Hongrie. Est-ce que ce n'est pas insuffisant pour arriver à impulser quelque chose quand on n'a pas l'Allemagne, quand on n'a pas l'Italie, quand on n'a pas l'Espagne avec soi? Et la deuxième question, effectivement, n'a rien à voir, puisque c'est sur le baromètre Kantar qui a été publié hier sur votre image, qui explique que vous avez une bien meilleure image que ces dernières années, que votre image s'est améliorée. Cela étant, on ne vous prête pas davantage de capacité à gouverner. Comment l'expliquez-vous? Comment l'analysez-vous? Merci. Alors, homme de peu de foi, moi j'ai la foi dans une Europe des nations et par conséquent, je pense que tout est possible, d'autant qu'encore une fois, les peuples les uns après les autres sont en train de se cabrer face au comportement et à cette volonté d'unification, d'uniformisation plutôt, imposée par la Commission européenne. Donc je suis convaincu qu'au fur et à mesure du temps et probablement assez rapidement, cette vision française que je porte, une vraie vision française que je porte de l'Europe et qui est l'Europe des nations, réussira des avancées qui sont spectaculaires. Ça, c'est déjà la première réponse. Pour la deuxième question, je pense qu'en fait, personne n'arrive véritablement à imprimer une image présidentielle avant d'avoir été président, quoi. Donc je pense que c'est une vraie fausse question de sondeur, mais je ne peux évidemment que me réjouir de voir que des traits d'image qui m'éloignent de la caricature qui a été faite de nous pendant des années s'améliorent. Jérusalem Post. Et deux questions si je peux. Et d'abord, la semaine prochaine, c'est la journée internationale de l'Holocauste. Est-ce que la lutte contre l'antisémitisme fait partie de votre programme? Et une deuxième question aussi, dans la campagne précédente, en Israël, il y avait M. Netanyahu qui était assez proche de certains leaders européens de droite, notamment en Hongrie. Et est-ce que vous envisagez d'ouvrir une sorte de dialogue ou contact avec M. Bennett? Merci. Alors, à votre première question, je pense que l'arsenal juridique français est probablement un de ceux les plus armés pour pouvoir lutter contre l'antisémitisme. Encore faut-il, comme beaucoup d'autres lois françaises, qu'elles soient appliquées. Voilà. Le grand problème de la France n'est pas qu'elle manque de lois, elle a des lois. Le grand problème de la France, c'est que les magistrats, ou le parquet d'ailleurs, soit le parquet ne poursuit pas, soit les magistrats ne condamnent pas. Or, il y a évidemment de fortes inquiétudes quand on voit la montée en puissance d'un antisémitisme islamiste dans toute une série de territoires français où notamment nos compatriotes de confession juive sont obligés de quitter des quartiers parce qu'ils n'y sont plus, ni eux ni leurs enfants, en sécurité. Deuxièmement, moi je suis prête à rencontrer évidemment tous ceux qui le souhaitent. Moi je pense qu'il faut avoir évidemment des conversations, des liens, des relations avec l'ensemble des nations, et il est tout à fait légitime, je trouverais tout à fait légitime que les dirigeants israéliens d'hier ou de demain souhaitent avoir avec moi des contacts. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, de manière, j'avoue, un peu incompréhensible, mais je suis sûr que cette erreur sera réparée. Bonjour Madame Le Pen, Valérie Lerouge, France Télévisions. Une question d'actualité européenne. La Maltaise Roberta Metsola est donc élue aujourd'hui présidente du Parlement européen. Quel est votre sentiment? Et est-ce que ce n'est pas le signe que finalement les traditions, les spécificités nationales sont au moins respectées dans l'Union européenne? Non, c'est juste le signe que En Marche, LR et les socialistes sont main dans la main, comme à chaque fois, puisque les députés du groupe LR, les députés du groupe Renew, c'est-à-dire En Marche, et les députés socialistes peut-être, oui, socialistes aussi, parce qu'ils n'ont pas voté pour la gouvernement, socialistes, ont décidé de se mettre d'accord sur une présidente. Donc tout ceci n'a strictement rien à voir avec la démocratie
ait tout à voir avec ce type de magouille auquel nous sommes, hélas, habitués au sein du Parlement européen, entre mouvements politiques qui, sur la scène nationale, font semblant de se combattre dans une sorte de théâtre de guignol et qui, en réalité, dès qu'ils s'éloignent un peu du territoire national, eh bien, se mettent d'accord pour mener exactement la même politique, car vous imaginez bien que derrière ce vote commun, il y a eu un accord politique. Ce n'est pas seulement un vote commun. Il y a eu un accord politique, je crois, sur une dizaine de points. Hein. Nicolas, je parle sous ton contrôle. Et ceci prouve que, encore une fois, l'opposition Hidalgo, Pécresse, Macron, tout ceci n'a pas de réalité. Hein. Bonjour Madame Le Pen, Anne Renaud de l'AFP. J'avais une question sur, vous voulez soumettre le droit national au droit européen et international, c'est-à-dire que quand un article d'un traité ne correspond pas au droit national, vous ne voulez pas l'appliquer. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un Frexit de fait, en fait? Non, Madame Renaud, pas du tout. Il s'agit en réalité, je pense que vous avez mal compris le propos, puisque vous l'avez mal formulé. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est l'inverse, c'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est inclure dans le référendum une modification constitutionnelle qui dirait la chose suivante, qui me paraît être d'ailleurs le seul moyen de faire respecter la souveraineté d'un pays, qui est de dire tout texte européen qui va à l'encontre de la Constitution française restera inapplicable en droit français. Je m'explique, si demain, par je ne sais quel effet de pression, un texte européen autorisait, par exemple, le mariage forcé, ou l'excision, ou l'interdiction de changer de religion, ou je ne sais quoi d'autre, comme ce texte serait contraire à la Constitution française, il ne pourrait pas s'appliquer directement dans le droit français. Et là, en l'espèce, si vous voulez, j'évoque évidemment, puisque c'est le sujet du référendum, la problématique de l'immigration. Il n'y a quasiment rien dans la Constitution française sur le droit des étrangers. Nous allons donc inclure dans la Constitution française une partie du droit des étrangers pour que, et du fait de cet article dont je viens de vous parler, eh bien, les textes européens qui seront contraires au droit des étrangers ou au droit de la nationalité intégrés dans la Constitution ne seront plus applicables directement en droit national. Bonjour Madame Le Pen. Sébastien, ici. Non. Je vous vois pas. Ah, pardon. Sébastien Hény de Valeurs Actuelles. Vous avez marqué des points, en tout cas dans les sondages, lors des débats sur la politique sanitaire. Vous avez affirmé votre opposition au clivage vacciné-non vacciné qu'Emmanuel Macron tente de mettre en place. Est-ce que vous pensez que le clivage européiste-souverainiste dont vous avez parlé aujourd'hui et la question de la place de la France dans l'Europe est un sujet qui est porteur et qui est essentiel pour les Français à 3 mois d'une élection présidentielle? La manière dont vous posez votre question, à mon avis, est un peu biaisée, si je puis me permettre. Mais en fait, ça n'est pas dans leurs préoccupations immédiates. En tout cas, pas telles qu'ils ressortent de ce qu'ils en disent. Parce que leurs préoccupations immédiates, elles sont vitales, cher monsieur, aujourd'hui. Et Emmanuel Macron ne devrait pas s'en réjouir. Leurs préoccupations principales aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire comment est-ce que je vais boucler mes fins de mois. C'est leur protection sociale, comment je vais me soigner, comment je vais vivre ma retraite, comment je vais vivre dignement si jamais demain je suis au chômage. C'est évidemment la sécurité, comment est-ce que je vais sortir dans l'espace public, moi, mes enfants, mes parents, sans avoir la peur au ventre, et l'immigration, dont ils ont bien perçu que c'était une problématique absolument majeure qui touche à l'ensemble des domaines de leur vie quotidienne. Il n'en demeure pas moins que pour que le peuple français soit à nouveau un peuple heureux, je crois qu'il a besoin à nouveau de se projeter. Ce n'est pas un hasard si j'ai appuyé mon projet présidentiel sur un triptyque qui est le triptyque protection, projection, transmission. Je pense que la France est un pays
qui, lorsqu'elle ne se projette pas, lorsqu'elle n'a pas de grands projets, eh bien, est un pays qui se consume. Et le peuple français, qui est un peuple très politique, a besoin de se projeter dans des projets comme la grande politique de la mer que je lui propose, dans les projets comme l'Europe des nations que je lui propose, comme dans des projets comme le renouveau de la francophonie que je lui propose. Voilà, c'est un peuple qui a besoin de cela, et quand on ne lui offre pas cela, quand on l'enferme, comme le fait l'Union européenne dans une vision d'ailleurs purement continentale, eh bien on le rend malheureux. Donc je ferai en sorte de développer au fur et à mesure de la campagne cette idée-là. Je pense qu'un certain nombre de Français n'ont pas conscience que s'ils sont aujourd'hui malheureux, c'est aussi parce qu'on les a enfermés. Et que par leur histoire, ils ont besoin d'avoir la capacité, encore une fois, de se projeter, d'être aussi utiles, tant à l'Europe qu'au monde d'ailleurs. Bonjour, Élodie Forêt de France Inter. En avril, si vous êtes élu, ce sera toujours la présidence française de l'Union européenne jusqu'en juillet. À quoi ça ressemblera voilà, si vous êtes élu? Quelles seront vos priorités pour faire progresser votre idée d'Europe des nations? Alors, ma priorité, d'abord, permettez-moi, je mettrai en œuvre, je vous l'ai déjà dit, l'article du Code Schengen qui me permet de retrouver immédiatement la maîtrise des frontières, le temps de faire voter le référendum sur l'immigration, qui pérennisera en fait notre capacité à décider qui entre et qui se maintient sur le territoire. Et puis, j'engagerai des chantiers qui sont des chantiers fondamentaux. D'abord, le chantier sur l'énergie. Parce qu'il faut sortir de ce marché européen de l'énergie qui est une absurdité totale, qui aujourd'hui fait que les Français n'ont plus accès à une énergie à bas coût, et ce qui grève la compétitivité de nos entreprises. Et puis j'engagerai également, évidemment, le chantier du patriotisme économique, c'est-à-dire le chantier qui doit permettre à chaque nation de pouvoir donner sur son territoire, au moins pour l'État et pour les collectivités territoriales, un avantage à ces entreprises nationales. Elles ne me paraissent pas contraires, encore une fois, à un objectif d'Europe des nations que de donner une priorité sur son propre territoire pour l'État ou pour les collectivités aux entreprises nationales. Mais vous voyez, ce que je souhaite, c'est impulser, encore une fois, je vais essayer de rester modeste parce que sinon nos amis étrangers diront encore que parfois la France a tendance à être arrogante. Mais disons rejoindre, si ce n'est prendre la tête, au moins rejoindre l'ensemble de ces pays qui ont conscience que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est néfaste. Voilà, néfaste pour les peuples, néfaste pour l'économie, néfaste pour la sécurité, néfaste pour la préservation de l'identité. Bonjour Madame Le Pen, Jules Torres, Valeurs Actuelles. On a bien compris votre différence avec le jumeau Macron, enfin les jumeaux Macron-Pécresse. Eux parlent de jumeaux Le Pen-Zemmour. Et donc concrètement, sur le sujet de l'Union européenne et de la place de la France dans l'Europe, qu'est-ce qui vous différencie d'Éric Zemmour ? Pardon, Monsieur Torres, mais c'est plutôt à Éric Zemmour avec lequel vous entretenez les meilleures relations que vous devriez poser la question. Elle a été préparée, celle-là. Parce qu'en l'occurrence, si vous voulez, que ce soit sur l'immigration ou sur l'Union européenne, bon, sur l'Union européenne, je ne connais pas bien son projet puisqu'il ne l'a pas encore exprimé, il le fera demain, mais c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, on se pose la question de savoir quelle est la plus-value d'une candidature. Voilà, et notamment sur les sujets dont il dit que ce sont les sujets principaux de sa campagne, si vous voulez. On a des différences importantes sur le handicap, sur l'économie, sur la préservation du système de protection sociale. Nous avons des différences majeures, je n'hésite pas à le dire. Sauf que lui vient dire, en fait, le sujet principal, prioritaire, le seul, l'unique, c'est l'immigration. Et donc la vraie question auquel il doit lui répondre, c'est à quoi sert sa candidature, puisque dans le domaine de l'immigration, il n'y a quasiment aucune différence entre ce qu'il propose et ce que je propose, si ce n'est que moi, non seulement je le propose, mais j'expose les moyens d'y arriver, ce qui pour l'instant n'est pas encore son cas, vous voyez. Et ça pose la question que je pose en réalité depuis le début de la candidature d'Éric Zemmour. À quoi sert cette candidature ?
si ce n'est à dégager le terrain à Valérie Pécresse pour lui permettre d'être au second tour, si j'en crois l'aveu qui en a été fait par Éric Zemmour dans une émission récemment, en disant qu'il souhaitait que Valérie Pécresse lui donne des parrainages, car s'il n'avait pas ces parrainages, alors Valérie Pécresse ne pourrait pas être au second tour de l'élection. Je me suis arrêté là. Vous voyez, Monsieur Torres, quand on a un aveu tel que celui-là, moi j'étais avocat pendant longtemps, quand on a un aveu tel que celui-là qui est exprimé dans une enceinte, en règle générale, on dit « Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions ». Marine Le Pen, il y a un rapport du Conseil d'analyse économique qui dit aujourd'hui que 4000 vies ont été sauvées en France grâce à la gestion de l'épidémie, que la France a également gagné 0,6 points du PIB, et ce entre juillet et décembre dernier. Olivier Véran dit à l'instant, voilà à quoi sert le pass sanitaire. Alors, permettez-moi, mais le pass sanitaire avait vocation à empêcher la circulation du virus. Alors, puisqu'on en est aux chiffres, je vais vous donner le mien. Entre juillet et décembre, 7 millions de contaminations. 7 millions de contaminations. Et depuis quelques jours, on frôle les 280 000 ou 300 000 contaminations par jour. Bon. Donc, je regarderai ces chiffres avec intérêt, mais je me méfie toujours énormément des chiffres qui sont utilisés par le gouvernement. Le dernier, d'ailleurs, sur lequel j'ai été amené à m'exprimer ce matin, est celui sous forme de cocorico exprimé par Bruno Le Maire sur les 1 million d'entreprises créées, dont on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont certes des entreprises sur le papier, mais que ce sont en fait des auto-entrepreneurs bien souvent ou des micro-entreprises, c'est-à-dire en fait la démonstration de l'ubérisation et de la précarisation de notre pays, plus évidemment que la démonstration d'une quelconque vigueur économique. Je pense que sur l'intégralité des domaines économiques, mais nous aurons très certainement l'occasion d'en parler, puisque je serai amené, bien entendu, à faire une conférence de presse sur mon projet économique et donc un petit peu sur les résultats d'Emmanuel Macron. Sur l'intégralité des sujets économiques, pas un seul n'est au vert. Voilà. Après 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, tous les voyants économiques sont au rouge. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci pour vos questions.